Heureuse de vous retrouver pour ce rendez-vous de l'information sur Espérance TV. Shalom à tous et à toutes et bienvenue à votre journal. L'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire est en marche. Elle a participé à la grande rencontre des conférences annuelles africaines des Églises méthodistes unies à Nairobi, au Kenya. Ce rassemblement, qui est une pré-conférence avant la conférence générale des Églises méthodistes unies du monde, revêt une importance capitale en ce sens qu'elle permet aux conférences africaines de donner leur position sur un certain nombre de sujets à l'ordre du jour, notamment les pratiques homosexuelles et l'ordination de pasteurs homosexuels. Raphaël Dompi. Plus d'une centaine de délégués africains ont pris part à la conférence tenue du 9 au 12 avril 2024 au centre Desmond Tutu de Nairobi, au Kenya. Pour les délégués présents, il s'agit de comprendre le contexte de la conférence générale de l'Église méthodiste unie qui aura lieu à Charlotte, en Caroline du Nord, aux États-Unis, du 23 avril au 3 mai 2024. La compréhension du contexte était un préalable décisif puisque l'homosexualité et la pratique du mariage homosexuel ont été maintenus malgré le vote qui a condamné cette pratique contraire à la parole de Dieu en 2019 à Saint-Louis, aux États-Unis. Les délégués ont également été instruits sur les termes des pétitions qui seront présentées à la conférence générale et sur la notion de régionalisation, un terme qui fera l'actualité à Charlotte. Les participants à Nairobi ont mis en commun leurs positions, analysé les avantages et inconvénients des différentes propositions et définir leur stratégie avant le départ pour la conférence générale. Chaque délégation a été invitée à la prière pendant ces assises afin de recevoir de la part de Dieu les orientations indispensables pour sauver l'Église de Jésus-Christ en tant que celle de la terre et lumière du monde. Ces échanges de la plus haute importance pour les conférences africaines se sont achevés ce vendredi 12 avril 2024. La délégation de la Côte d'Ivoire, conduite par le très révérend pasteur Isaac Bodje, secrétaire de la conférence de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, et le professeur Louis Aboua, président national du mouvement des laïcs, a regagné Abidjan ce même jour. Concernant justement ce sujet, le bishop Benjamin Boni a donné la position de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire avant de condamner cette pratique qui, selon lui, va à l'encontre des commandements bibliques et des valeurs morales africaines. C'était lors de son message épiscopal à la 19e conférence annuelle ordinaire qui s'est tenue du 12 au 17 mars 2024 dans le district de Grand Bassam. À la faveur de la 19e conférence annuelle ordinaire de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire au Temple Saint-Esprit de Beaunois, le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, s'est adressé au peuple de Dieu. Plusieurs questions concernant la vie de l'Église ont été abordées dans son adresse. Le président de l'Église a fait le bilan des actions menées par l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, non sans se pencher sur la situation actuelle de sa communauté. Aussi s'est-il prononcé sur les assises de la conférence générale de l'Église méthodiste unie du monde prévue du 23 avril au 3 mai 2024 à Charlotte, en Caroline du Nord, aux États-Unis. Une conférence à laquelle la Côte d'Ivoire prendra part avec 32 délégués et 6 suppléants. Le bishop a clarifié la position de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire face à l'homosexualité. Sur la base de Lévitique 18, 22, Matthieu 19, Romains 1, 18, et sur la base de notre culture africaine, nous nous opposons à l'homosexualité sous toutes ses formes. La prochaine conférence centrale du 5 au 8 décembre 2024 avec comme point majeur à l'ordre du jour l'élection des bishops des églises membres de la conférence centrale. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire,
le jeudi 5 septembre 2024, nous aurons notre conférence extraordinaire élective au jubilé de Cocody. Nous appelons toute la communauté méthodiste de Côte d'Ivoire à demeurer dans le silence et dans la prière. Soyons confiants que Dieu reste le maître absolu de son Église. Le président de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire est revenu sur le thème de l'année, à savoir évangéliser en tout temps et en tout lieu. Thème autour duquel le cabinet du bishop et le comité scientifique travailleront à sortir un document d'édification pour l'orientation de toute l'Église. L'évangélisation est une œuvre pérenne. En choisissant ce thème, nous voulons inviter toute l'Église à développer des stratégies d'évangélisation innovantes et adaptées à divers contextes sociaux et culturels et à former les fidèles pour être des témoins de Christ partout et en tout temps dans la continuité de notre mission apostolique. Main dans la main, évangélisons la Côte d'Ivoire et par-delà ses frontières, l'Afrique et le monde. Les pasteurs et laïcs de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire sont invités à mutualiser leurs efforts pour faire perpétuer les bases d'une Église forte et proactive en Côte d'Ivoire et dans le monde. À présent, nous vous faisons lecture de ce communiqué émanant du cabinet du bishop. Le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, convoque tous les pasteurs consacrés de l'Église à une conférence extraordinaire le mardi 16 avril 2024 au temple jubilé de Cocody à partir de 9 h. Un seul point à l'ordre du jour, la conférence générale qui aura lieu à Charlotte, en Caroline du Nord, aux États-Unis du 23 avril au 3 mai 2024. Ce communiqué tient lieu de convocation individuelle. Au plan national, l'actualité dans cette édition, c'est la visite de travail et d'amitié entamée en Côte d'Ivoire par le général Brice Oligui Nguema, président de la transition gabonaise. Arrivé ce jeudi 11 avril 2024, il a été reçu en audience par le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara. Pendant son séjour qui dure jusqu'au samedi 13 avril, le général Brice Oligui Nguema rencontrera la diaspora gabonaise établie ici en Côte d'Ivoire. Il effectuera également plusieurs visites sur le terrain, notamment au CNRA, le Centre national de recherche agronomique. Ailleurs dans le monde, après la longue crise qu'ont connue les Soudanais, des milliers de déplacés sont au bord de la famine. Un an après le début de la guerre au Soudan, des milliers de personnes déplacées qui souffrent du manque d'aide et des conditions précaires sont au bord de la famine. À Omdurman, dans un ancien bâtiment scolaire transformé en camp de personnes déplacées, les adultes peinent à nourrir convenablement les enfants. Nous avons un problème avec les enfants qui ont des problèmes de croissance et de nutrition parce qu'ils ne mangent pas la nourriture qui leur convient. La plupart des plats sont composés de lentilles, de riz, de bouillie et parfois nous préparons des lentilles avec du gombo. Dieu merci, il y a maintenant une organisation qui fournit des repas, probablement composés de compléments alimentaires, aux enfants de moins de 5 ans. Les agriculteurs se sont également plaints du manque de ressources et de financement qui entravent les efforts de production alimentaire. L'augmentation du coût des engrais, la chute du prix des récoltes et le manque d'irrigation ou de travailleurs causent aussi un souci. Le financement du fonctionnement de la ferme est devenu très coûteux. Le coût des engrais a atteint 35 000 livres soudanaises, soit 32 $, et les récoltes ne valent plus rien aujourd'hui. Les guerres nous ont affectés et l'économie s'est détériorée, les problèmes ont augmenté et il n'y a pas d'argent liquide. Les agents de sécurité ne travaillent pas et les ingénieurs agricoles ne permettent pas à l'eau d'arriver jusqu'à nous. Tout cela nous a affectés, en plus de la guerre, et nous, les agriculteurs, devons rester debout 2 ou 3 jours pour irriguer 1 hectare.
Environ 3,5 millions d'enfants âgés de moins de 5 ans souffrent de malnutrition aiguë, dont plus de 710 000 de malnutrition aiguë sévère, a déclaré l'Organisation mondiale de la santé. Dans la distribution de l'aide, nous considérons les États de Khartoum et du Darfour occidental comme les plus touchés et nous leur fournissons du matériel de secours, des médicaments, un soutien physiologique et des soins médicaux en général, ainsi que des soins environnementaux, y compris l'enterrement des cadavres. La guerre a éclaté à la mi-avril 2023 lorsque des tensions latentes entre l'armée du pays présidée par le général Abdel Fattah el-Burhan et les fameuses forces de soutien rapide commandées par le général Mohamed Hamdan Daglo ont débouché sur des affrontements dans les rues de Khartoum avant de se propager ailleurs dans le pays. Au large de Djibouti, sur la côte de l'Afrique, au moins 38 migrants ont trouvé la mort au large des côtes de ce pays. 38 migrants sont morts et 22 autres ont été secourus à la suite d'un naufrage au large de Djibouti sur un itinéraire prisé par les candidats en route vers le Yémen, a déclaré l'Agence des Nations Unies pour les migrations. Les équipes de secours étaient à la recherche de 6 autres migrants qui se trouveraient à bord. Beaucoup d'entre eux, des femmes, des enfants et même des bébés ont malheureusement perdu la vie lorsque le bateau a chaviré. Au moins 22 personnes ont survécu et l'OIM, en coordination et en partenariat avec les autorités locales, aide à répondre aux besoins de ceux qui ont survécu et bien sûr à gérer le traumatisme auquel ils sont confrontés. Djibouti est le principal pays de transit pour les migrants qui tentent de rejoindre les pays du Golfe depuis les pays de la Corne de l'Afrique tels que l'Éthiopie et la Somalie. De nombreux migrants qui ont péri dans cette tragédie et qui ont péri dans des tragédies précédentes tentent de rejoindre le Golfe, principalement pour trouver du travail et des opportunités d'emploi. Mais les recherches de l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, ont également révélé que les conflits et l'insécurité sont des facteurs majeurs et que le changement climatique, dont l'impact est de plus en plus important, contraint les gens à entreprendre ces voyages extrêmement dangereux. L'OIM indique que les migrants sont la cible de trafiquants et qu'ils risquent d'être kidnappés, arrêtés arbitrairement et enrôlés de force dans des groupes belligérants, en particulier au Yémen. Et pendant ce temps, le Parlement de l'Union européenne s'est réuni en session plénière le mercredi 10 avril pour approuver un nouveau pacte sur la migration et l'asile. Les images. Lors d'un vote historique mercredi, les membres du Parlement européen ont adopté définitivement un ensemble de textes qui doivent harmoniser les procédures d'accueil des migrants. Aujourd'hui, nous avons voté en faveur d'un pacte qui prévoit un cadre législatif solide, identique dans tous les États membres, qui donne la priorité à l'humanité, qui comprend tous les aspects différents et difficiles de cette question, qui sécurise les frontières extérieures de l'Europe, qui apporte de la clarté sur les règles applicables, qui garantit un juste équilibre entre solidarité et responsabilité dans le plein respect des droits fondamentaux. Cette réforme prévoit un contrôle renforcé des arrivées de migrants dans l'UE, des centres fermés près des frontières pour envoyer plus rapidement ceux n'ayant pas le droit à l'asile et un mécanisme de solidarité obligatoire entre pays membres au profit des États sous pression migratoire. La migration est un défi européen qui doit être relevé par une solution européenne, efficace, à la fois juste et ferme. Et c'est ce que propose le pacte de la migration et l'asile. Il fera une réelle différence pour tous les Européens. Premièrement, des frontières européennes plus sûres en sachant exactement qui traverse nos frontières, en enregistrant et en contrôlant tout le monde, tout en garantissant la protection des droits fondamentaux grâce à un contrôle indépendant. Les groupes de migrants et de défense des droits de l'homme ont pour la plupart critiqué ce programme de réforme qui contient, selon eux, des nouvelles règles très controversées. Ainsi s'achève ce journal, mais avant de nous quitter, retenons que ce week-end sera marqué par la dédicace du temple de Congo-Décro, c'est dans le district missionnaire de Bouaké. Ce sera le samedi 13 avril 2024 en présence du bishop Benjamin Boni.
Merci de votre aimable attention. Excellente suite de programmes sur Espérance TV. Dieu vous bénisse.